On s'est installé comme si c'était Tahiti. On a mis des photos de chez nous, j'ai mis des photos de ma famille. Comme je dis, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Même si c'est virtuel, je suis très en contact avec la Guadeloupe. Ça fait 4 ans que je vis aux États-Unis. C'est sûr que je suis plus la même réunionnaise qu'avant de venir ici, c'est certain. Même si tu vis à l'étranger depuis longtemps, je pense que l'un des trucs qui se perd le moins avec la langue, c'est la bouffe. Les gens qui viennent, notre famille qui vient ici, ça fait vraiment du bien. Je peux leur montrer comment je vis. Quand j'ai dû soumettre ma thèse, ça a été une grosse épreuve de stress. Et là, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer à Saint-Pierre. Évidemment, je ne voulais pas laisser ma famille, mes amis derrière. Non, ils sont toujours là, dans un petit coin de mon cœur. Malika, Gianni, Nathalie, Corentin, Evan et Bonnie, Marion sont nés sur des territoires français du bout du monde. Ils ont eu un jour l'envie de sauter la mer, comme ils disent. Aujourd'hui, ils vivent à des milliers de kilomètres de leur territoire d'origine. Nous sommes allés les rencontrer aux 4 coins du globe pour comprendre comment ils avaient reconstruit un quotidien et y vivaient cet éloignement. C'est exactement comme chez moi, c'est le même, c'est un peu le même esprit en fait. Donc c'est difficile d'oublier Saint-Pierre en étant ici à Bergen. Marion est née à Saint-Pierre-et-Miquelon, tout près des côtes canadiennes, mais a choisi de venir s'installer à Bergen, en Norvège, de l'autre côté de l'Atlantique. Aujourd'hui, docteur en biologie marine, elle n'a pas oublié son archipel que lui rappellent parfois certains paysages norvégiens. Les petites cabines là, elles me rappellent beaucoup à Saint-Pierre. On a aussi une petite cabane de chasseurs que mon grand-père a rénovée et dans lesquelles on allait s'isoler pendant l'hiver quand il y avait de la neige et on n'avait pas l'électricité, pas de wifi, pas de réseau et on passait juste une semaine isolés devant le feu de camp. Voir les cabines là maintenant sur leur bord, ça m'a fait penser à ça et je me dis que ça serait pas mal. Si je reste en Norvège, je considérerais en avoir une, peut-être un petit bateau pour aller pêcher. Sur Facebook, je suis en relation avec quelques personnes de l'archipel, quelques personnes proches. Donc ça permet de rester en contact avec ce qui se passe là-bas. Ma mère publie pas mal de choses sur ce qui se passe. Je suis en contact avec des scientifiques de Saint-Pierre et qui travaillent à Saint-Pierre pour me tenir informée des avancées ou des projets qui se font autour de l'archipel. C'est juste plus montagneux, mais sinon l'esprit est là. Il y a toujours des moments où l'archipel me manque et où ma famille me manque. C'est toujours un petit pincement au cœur, surtout dans les moments difficiles, dans les moments stressants. Par exemple, quand j'ai dû écrire ma thèse et soumettre ma thèse, j'aurais tellement voulu avoir ma maman près de moi pour me dire que tout ira bien, me faire un bon repas, me donner un câlin et me dire que ça ira, que je vais y survivre. Bon, à la place, c'est Ivan qui l'a fait. La musique est toujours la même. La musique fait un peu flamenco. La performance est très bonne. C'est une danse où c'est l'homme qui dirige.
Et la femme doit juste suivre. Juste suivre? Oui, juste suivre, mais c'est pas si simple. Marion a rencontré Ivan grâce à l'association de danse de salon dans laquelle ils sont très actifs tous les deux. Pour moi, j'ai des périodes où je suis très prise dans mon boulot et dans l'association. Et quand ça se calme, là, j'ai du temps pour me dire il faudrait que j'appelle mes parents, ça fait longtemps que je n'ai pas envoyé de message à ma famille. Avec ma sœur qui est au Canada, c'est difficile de se parler sur Skype parce qu'on a 6 heures de décalage. Sinon, elle est venue me voir beaucoup en Norvège. À chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on s'était quitté hier, donc c'est assez fantastique. Là, les 2 photos là, les 3 photos là, c'était à Londres. Donc ici, ma sœur avec les lunettes, ma mère avec le pull rayé et là, mon père avec le bob. Alors ici, nous sommes à Assini Beach Club. C'est un lieu que j'ai découvert quand je suis arrivée ici en 2017. J'ai passé mon 31 ici et je suis tout de suite tombée amoureuse de ce coin. Ça m'a rappelé un petit peu les ambiances de chez moi en Guadeloupe, avec la plage, les cocotiers. Enfin vraiment l'ambiance de la Guadeloupe, notamment un coin que j'aime beaucoup à Sainte-Anne qui s'appelle La Toubana, on the beach. Malika est une jeune Guadeloupéenne pleine d'ambition. Elle a décidé de troquer le soleil des Antilles pour celui de l'Afrique. Elle a choisi Abidjan, la mégapole ivoirienne, pour implanter son agence de communication. Elle y a tout de suite trouvé ses repères. Nous sommes à peut-être moins d'1h30 d'Abidjan. Je suis venue avec une amie qui s'appelle Charlène qui est venue à peu près en même temps que moi. Elle est guadeloupéenne béninoise et donc parfois on se retrouve le week-end à faire des petites sorties comme ça pour un petit peu décompresser, sortir un petit peu de notre quotidien de la grande ville Abidjan. Voilà. Là, c'est un mélange d'Afrique, un mélange des Antilles pour moi. Et ça, franchement, j'ai adoré. Il y a une très grosse différence quand même avec nos ambiances aux Antilles parce qu'ici, c'est très chill. On va écouter de la musique, on va boire, on va papoter, tandis que chez nous, en Guadeloupe, franchement, on va danser, ça va être tout de suite une grosse fête. J'ai pu rencontrer donc les gérants de ce lieu qui sont devenus par la suite des amis et on a organisé une soirée qui s'appelait Tropical Beach Night. Donc on a recréé l'ambiance des Antilles au niveau de la sélection musicale. Par contre le cadre, on n'a rien changé puisque le cadre il est naturel. Il y avait des jeux de lumière pour donner un petit côté tropical, mais tout était déjà là pour justement recréer cette ambiance très tropicale, très caribéenne. Et c'était vraiment super de voir les gens danser sur de la dancehall, du zouk, et puis mélanger aussi avec la musique d'ici.
Ici, on est à la montagne de marbre à Da Nang et on va aller visiter le temple. Let's go. Corentin est un aventurier dans l'âme. Il a quitté la Nouvelle-Calédonie pour poser finalement ses valises à Da Nang, au Vietnam, après avoir parcouru à moto des milliers de kilomètres à travers l'Australie et l'Asie. Aujourd'hui, il est en couple avec Maria, mais n'oublie pas la solitude de ses aventures. Les plus gros coups durs, c'était vraiment quand j'étais tout seul. Tout seul au milieu de nulle part où il n'y avait rien et j'avais pas d'interaction humaine en fait. Et j'avais pas l'internet, rien, du coup je pouvais pas appeler mes parents. J'avais un seul téléphone où je pouvais appeler pendant 20 secondes parce que les fermiers avaient pas assez de sous pour appeler à l'étranger pendant longtemps. Du coup ça c'était vraiment le plus dur. Après quand j'ai trouvé des communautés, des gens qui me ressemblaient un peu, qui faisaient des sports extrêmes comme moi, qui faisaient du surf, qui faisaient du longboard ou des gens qui avaient vraiment qui étaient un peu plus comme chez nous, vraiment posés, cool, qui vivaient la vie tranquille, qui se cassaient pas trop la tête, ça c'était génial. J'avais une bonne communauté dans beaucoup d'endroits où je suis allé, mais à chaque fois, parce que j'ai fait beaucoup de pays, j'ai changé beaucoup de villes tous les 6 mois, 5 mois, il faut tout recommencer à zéro. Du coup, tu vas construire des relations avec les gens, mais ça va être pas pour longtemps. Il faut vraiment avoir une attitude assez ouverte. Si tu dis, bon, si je me sens seul, c'est parce qu'il faut peut-être que j'aille me socialiser, ou il faut que je fasse quelque chose de plus intéressant, il faut que j'aille voir une montagne, quelque chose comme ça, ouais. J'adore l'odeur de l'encens. Ces statues sont vraiment magnifiques. Et les couleurs me rappellent Oyan. Regarde, il y a un Bouddha ici. Allons voir là-bas. C'est un endroit où les Vietnamiens viennent prier parce qu'ils sont beaucoup bouddhistes. On a plein de caves, des temples qui sont réservés pour les bouddhistes qui peuvent aller prier librement et tous les gens peuvent visiter ça. C'est devenu une attraction touristique depuis plus de 100 ans, ça existe. Du coup, plein de touristes viennent ici et visiter cette montagne qui est magnifique. Le lien que je garde avec la Nouvelle-Calédonie, c'est que je me renseigne de savoir ce qui se passe. Mais pas souvent parce que je veux aussi bien m'intégrer dans le pays où je suis. Du coup, je laisse un peu de côté, je garde un petit carré. Et puis quand je parle à mes amis, ils peuvent me dire vraiment ce qui se passe là-bas. Parce que j'ai quand même des amis qui sont là-bas. We have 5 more kilometers, okay? Like this. It's okay? No. La famille, c'est ceux que j'appelle le plus. Après, j'ai des amis, des très bons amis que je connais depuis plus de 10 ans, avec qui on était au collège ensemble, avec qui on s'appelle souvent pour se donner des nouvelles, pour savoir. Eux aussi, ils voyagent parfois. Mais on oublie en fait, on oublie beaucoup. Parce que voilà, avoir des amis sur Facebook ou les réseaux sociaux comme ça, tu as beaucoup d'amis, tu te dis ah mais non, mais si je les ajoute comme amis, après je vais leur parler et tout, mais pas forcément en fait. Ça crée aussi un peu de l'éloignement. Et tu vois vraiment les gens sur qui tu peux compter, les gens qui sont vraiment intéressés sur ce que tu fais, qui viennent te parler, qui t'envoient des messages souvent, et les gens qui oublient vite et qui font leur vie et qui oublient aussi à propos d'autres personnes qui les entourent. Du coup, j'ai pu vraiment voir avec qui j'étais proche et avec qui j'étais moins proche. Hello. Hello. Have a good time. When you go to the beach side,
en direct de Brooklyn aujourd'hui. Nous abordons le sujet de l'éloignement. Ça fait 4 ans que je vis aux États-Unis. C'est sûr que je suis plus la même réunionnaise qu'avant de venir ici, c'est certain. Mais je ne peux pas nier mes 18 ans d'existence à La Réunion, plus tout le bagage qui vient de... Oui, non, je suis réunionnaise avant tout. Je ne peux pas me sentir américaine, enfin, je suis réunionnaise. Mais je crois surtout que je suis Nathalie, en fait. Nathalie est une jeune violoniste réunionnaise avec des rêves plein la tête. Elle a choisi de quitter son île, cocotier et lagon, pour un monde très différent. New York, à 14 600 km de là. Pour le moment, l'Amérique lui a offert de beaux cadeaux. 18 mois de tournée avec Beyoncé et Jay-Z, la tête bien faite, les pieds sur terre, Nathalie dessine chaque jour son destin, sans oublier d'où elle vient. Je pense pas de façon consciente à exprimer ou maintenir mon identité réunionnaise. Je pense que ça se ressent dans ma façon de danser. Ça mes amis américains le disent souvent, que c'est un mouvement différent. J'ai la carte de la Réunion sur mon violon, un pendentif sur mon sac, un pendentif autour du cou, le pot de curcuma dans le placard, la pâte piment dans la vanille. Je porte de la vanille de la Réunion, ça c'est mon parfum depuis toute petite, tout le temps. Et les gens ils disent « Oh, qu'est-ce que tu sens ?» C'est la vanille de la Réunion, on produit de la vanille. Je suis toujours fière de dire ça. Au quotidien, c'est plutôt les quais de la rivière ou un lac. Ça me rappelle le lagon. Enfin, ça n'a rien à voir avec le lagon, mais je pense que c'est juste le mouvement de l'eau. Je retrouve un sens de calme. Je crois que c'est plus en fait, ouais, juste être sur le bateau et de s'éloigner de la ville, faire un break. Peut-être que c'est pas universel, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin, mais en tout cas les personnes que je fréquente ont une tendance à avoir une sensibilité avec la nature. Est-ce que ton île te manque? C'est difficile comme question parce que j'ai l'impression que si je dis non, j'ai l'impression de trahir. Je suis tellement prise par ma passion ici que c'est pas la Réunion ce qui me manque. Des fois, ce qui me manque, c'est le calme. Et je sais qu'il faut que j'arrive à trouver un rythme où je prends le temps de stopper le rythme intense. Alors là, nous nous rendons à Odaiba par la station Jojo. Odaiba, c'est un endroit qu'on aime bien. Ça nous fait rappeler un peu non de chez nous, c'est-à-dire la vue sur la mer en fait. Et ce n'est pas la même chose, mais ça nous fera plaisir. Ouais, Odaiba. Evan et Bonnie sont deux Polynésiennes qui se sont rencontrées au Japon. Chacune a obtenu un contrat de professeur de danse d'Ori-Tahiti au pays du soleil levant. L'éloignement de leur fénois, c'est-à-dire leur territoire, elles le vivent ensemble.
J'avais cette envie de partir. Et le fait que j'étais seule aussi sur Tahiti, maman étant Aratia, ça ne posait pas vraiment problème. C'était comme si j'étais toujours à Tahiti et maman Aratia. Donc pour moi, c'est la même chose. Je suis ici et maman, elle est là-bas. J'ai compris. Mets-toi à côté. Mets-toi à côté. Non, depuis ta verra, ça tâche à mon... S'en fout. Pour garder contact avec ma famille et mes amis, je remercie celui qui a inventé l'Internet et tout, pour pouvoir discuter en temps réel avec tout le monde. Ça fait combien de temps que vous êtes au Japon? Ça va faire 3 ans. Et toi? 10 ans. Et tu aimes le Japon? Oui, moi je suis de Londres et c'est une ville vraiment très chère pour y habiter. Ici, je peux enseigner la danse et vivre correctement. Je pense que si j'avais fait la même chose là-bas, j'aurais dû vivre dans mon bureau. Quand j'ai su qu'elle était ici, c'était déjà un plus pour moi parce que je me suis dit que j'allais pas être toute seule, d'une part. À l'époque, malgré le travail qu'on avait, elle était dans une autre école et moi dans une autre école, il fallait pas qu'il y ait ce petit truc entre nous, tu vois. Il fallait mettre de côté le travail parce que se retrouver à l'étranger et savoir qu'il y a une Tahitienne pas loin de chez nous, c'est inacceptable de ne pas se voir. J'avais besoin aussi de voir quelqu'un. C'était assez intense parce qu'on est tous les deux ici, parmi tous les Japonais. Ça fait du bien de se retrouver entre Tahitiens. Aujourd'hui, maintenant, je la considère comme une sœur. On fait toutes les choses ensemble. Comme elle a dit, c'est comme une sœur pour moi aussi parce que on est comme le yin et le yang. Elle arrive à m'adoucir parce que moi, je suis comme une pile électrique, donc j'éclate pour rien, quoi. C'est la douceur incarnée, le contraire de moi. Donc je trouve qu'on se complète vraiment bien. Souvent, avec mes cousins, quand j'étais plus petit, on allait le dimanche, le week-end, pêcher. Et je pêchais de tout, donc de la coupa, du vivano, des requins, même parfois des bébés, qu'on relâchait naturellement parce qu'on en mange moins, et des crabes. J'adore ça. Gianni est né en Guyane. Il sait donc pêcher, mais aussi jouer du trombone, piloter un avion quand il ne travaille pas tout simplement avec le gouvernement canadien. Car c'est en effet à Montréal, à près de 5000 km de Cayenne, qu'il a élu domicile. Le meilleur lien avec son pays, c'est la nourriture. Je pense que la cuisine guyanaise est la meilleure au monde, très honnêtement. C'est ça qui me manque le plus, mais bien entendu les paysages, bien entendu la forêt, bien entendu le côté sauvage. C'est une terre sauvage, c'est une terre pleine de contrastes, c'est une terre de mélange, c'est une terre de senteurs. Quand on sort de l'avion en Guyane, on a la bouffée de chaleur et l'odeur vraiment de la forêt, de l'humidité. Ça me manque vraiment. À chaque fois que j'y vais, je suis toujours très ému. Avant que l'avion se pose, là, quand on survole, qu'on arrive à, à distinguer un peu les côtes guyanaises, là, je suis très ému.
C'est sûr qu'au Canada, on a la chance de trouver des produits qui sont les mêmes qu'en Guyane, notamment les poissons. Le Vivano étant le plus connu de ce que l'on trouve ici. Donc c'est un petit peu une Madeleine de Proust pour moi dans la mesure où je retrouve quand même assez facilement les produits qu'on cuisine en Guyane. Que ce soit les produits, les épices, que ce soit les poissons par exemple. Je donne souvent l'exemple du Vivano, c'est un poisson qu'on trouve ici. Et puis les fruits, on en trouve à foison ici. Il y a quand même une forte communauté haïtienne. Ils mangent comme nous là. Dans toute la Caraïbe, on mange à peu près la même chose. Et voilà. Bonne journée. Au revoir. On y va. C'est parti. La gastronomie canadienne n'a absolument rien à voir avec la gastronomie guyanaise. C'est vraiment patates en sauce, puis des choses comme ça. Donc, nous, on a vraiment une richesse culturelle au niveau de la gastronomie assez impressionnante. On a tellement d'apports de différentes cultures que ça rend notre gastronomie extrêmement riche. Même si tu vis à l'étranger depuis longtemps, je pense que l'un des trucs qui se perd le moins avec la langue, c'est la bouffe. En tout cas, dans mon cas, je ne sais pas pour les autres là, mais en tout cas, moi, je ne la perds pas. Et voilà. La cuisine en Guyane, c'est sacré. Et c'est des mouvements très importants de retrouvailles familiales, effectivement. Comme j'ai une grande et large famille, souvent on organisait des repas de famille, soit à la maison, donc chez moi ou chez mes oncles et tantes, ou sinon à la campagne. On partait le dimanche avec toute notre attirail, donc de quoi cuisiner bien entendu, mais aussi de quoi faire du feu. Et c'est toujours des moments très importants parce que c'est là où on prend le temps vraiment de passer des moments de qualité avec la famille. À défaut de partager son repas avec sa famille, Gianni profite d'un monde dorénavant connecté, notamment grâce aux réseaux sociaux. Les médias sociaux ont ceci de bon qu'ils nous permettent d'avoir quand même des nouvelles du pays. Et par ailleurs, je parle à ma famille quasiment tous les jours, donc ça aide aussi beaucoup. Grâce à Internet, on peut quand même discuter avec notre famille. Même si on est loin, même si c'est virtuel, mais on voit quand même les choses évoluer, avancer. Mes amis me voient évoluer à Abidjan, comme moi je les vois évoluer chez nous. Sincèrement, même si je suis très très loin, je reste toujours très très attachée à ma culture, à mes amis, à ma famille. Et ma famille, par contre, j'essaye de leur parler sur Skype une fois par semaine. Après, il y a des semaines où on n'arrive pas à coordonner nos emplois du temps. J'ai de la chance d'avoir des parents, si j'ai un problème au milieu de la nuit, je peux les appeler, on peut en parler. Pour recharger nos batteries, parce qu'on en a besoin, il faut qu'on retourne vers chez nous, vers notre pays. Donc du coup, en retournant au Fénois, chez nous, on recharge nos batteries pour revenir ici et pour être encore mieux. En général, c'est plus une fois par an parce que on est sous un contrat japonais. Durant toute une année, ils n'ont qu'une seule semaine de vacances. Mais nous, on a la meilleure patronne du monde, donc... C'est plus vers décembre, parce que pour nous, c'est important de vivre Noël. Alors ici, on ne reçoit pas beaucoup, parce qu'ils ne le fêtent pas comme nous, tu vois. Donc je demande des fois à rentrer sur le Fénois, ou comme l'année dernière, c'est ma maman qui est descendue avec moi. Donc on l'a fêté ensemble, Noël et jour de l'an.
chaque année, je me consacre au moins 1 ou 2 mois à rester en Guadeloupe. C'est pas rien sur 12 mois. Ça fait 4 ans que je ne suis pas retournée là-bas et j'avoue que là, maintenant, je sens vraiment un besoin de revenir aux origines. Donc c'est quand même assez important d'avoir une fréquence un peu plus élevée dans les retrouvailles. Là. Que ce soit en Guyane, par ailleurs, ou ailleurs. Il y a quelques mois, on s'est retrouvés en Espagne, par exemple. J'invite toujours mes amis à venir. J'ai déjà eu quelques amis qui sont déjà venus. Mais vraiment, avoir les gens qui viennent, et enfin, notre famille qui vient ici, ça fait vraiment du bien. Et puis je peux leur montrer comment je vis. J'aimerais beaucoup rentrer à Saint-Pierre pour juste me ressourcer, pour juste revenir aux sources, ne pas oublier d'où je viens. De ce petit village tout proche de la nature. Garder le contact. Avec la famille, les amis, s'appeler, se revoir. Pour beaucoup, la vie à l'étranger n'est possible que si le lien avec les origines n'est pas totalement rompu. Comme Marion, certains voient alors en l'expatriation le début d'une nouvelle vie. J'arrive définitivement à me projeter ici en Norvège. Après, il y a quelque chose qui est différent, c'est que même s'il y a beaucoup de vent, la mer est très calme. Alors que chez moi, à Saint-Pierre, c'est directement la pleine mer. Les déferlantes et l'eau salée qui arrivent au visage, c'est vrai que ça, c'est un des aspects de Saint-Pierre que je n'ai pas encore retrouvé en Norvège. Là, maintenant, il fait environ 10 degrés. Donc on a l'impression qu'ils ne sont pas hautes comme ça, mais la neige là, elle devrait fondre dans pas longtemps, mais il y a quelques sommets où la neige ne fond pas même en été. Dans les endroits les plus hauts, il y a même des glaciers. Tous les ans, en mars, ça dure environ 2 semaines, il y a la dépression de l'hiver. Et c'est dû au fait que les jours qui sont très courts en hiver, commencent à se rallonger. Ça chamboule un peu l'horloge interne et ça fait que pendant 2 semaines, on se sent fatigué, déprimé, on n'a pas envie de rien faire. Moi, je perds patience. C'est assez terrible. Mais au bout d'un moment, on se dit juste que ok, c'est les 2 semaines de l'année où ça n'ira pas. Donc, en général, à ce moment-là, c'est sympa d'avoir un Skype avec la famille, de voir comment ils vont, de juste prendre des nouvelles et juste de voir que c'est pas la fin du monde. Pour moi, ma vie est là définitivement, mais il y a le mal du père revient de temps en temps par flash. C'est important de temps en temps juste de se souvenir. Avec le temps, les souvenirs se voilent. Pour les garder intacts, chacun a son astuce. Un rituel qui, l'espace d'un instant, permet à ces expatriés de retrouver leur foyer. À La Réunion, un rituel, pour ainsi dire, quotidien que j'avais, c'était regarder le coucher de soleil. Et en vivant ici, c'est vraiment pas quotidien pour moi de regarder le coucher du soleil, mais les jours où ça arrive, ça c'est ma Madeleine de Proust. C'est mon retour à La Réunion. Et voilà, de temps en temps, j'essaye, par exemple, de venir dans ces endroits-là, parce que ça ressemble un peu à chez moi. Du coup, ça apaise et ça me fait du bien. Évidemment, je ne voulais pas laisser ma famille, mes amis derrière. Non, ils sont toujours là, dans un petit coin de mon cœur. C'est pas toujours évident. Au départ, c'est vraiment dur, parce que tu te sens vraiment tout seul. Il y a beaucoup de solitude. Il faut savoir comment l'appréhender, la solitude. Eh bien, on n'a pas le choix. Il faut trouver la force en soi, parce que tu es une partie de ton Fénois. Nous sommes nous. Donc, on a quand même ce petit truc en nous. J'ai aussi quelques photos dans ma chambre sur le mur, des bons moments qu'on a passés à Londres ou quand ma soeur est venue me visiter à Bergen. Je vais mettre les radios de chez moi. Ça me fait plaisir d'écouter les pubs, la musique, les animateurs. En plus, c'est des personnes que je connais.
J'espère que ça l'a prise, mais c'est que j'ai plus de batterie en fait. Ça te dérange pas qu'on utilise ton téléphone? Bah attends, tu vas bien? Salut, ça va? Ça va et toi? Oui. Bienvenue à la maison. Ok. Et justement, c'est ce que j'explique avec elle. C'est-à-dire qu'elle est aussi des Antilles. Et j'explique qu'en fait, on ne vit pas le même Abidjan. Elle a déjà été à Yopougon, etc. Mais moi, j'ai fait combien de temps que tu es là? Un an, pareil. Après, ça dépend dans quel domaine tu es. Si par exemple, tu travailles dans l'industriel, ça veut dire que tu es chaque jour à Yopougon. Oui, c'est ça aussi. Non, mais je suis très contente en tout cas de pouvoir être avec une compatriote ici à Abidjan parce que parfois on peut écouter, on a les mêmes, les mêmes références, donc on va parler un peu créole, au moins elle comprend. On a un petit groupe d'ailleurs, Caribbean in Abidjan, sur WhatsApp, nous sommes que 3. Hein. C'est bon? Yes. À toi. Là, là, vous allez voir la professionnelle de la photo. Rien à voir. Excuse-moi. Rien à voir. Moi, ça me fait du bien de pouvoir retrouver des personnes de chez moi. Et du coup, ça aide quand même quand on a des moments de blues ou des incompréhensions par rapport à des choses qu'on vit ici. Et on essaie de partager un petit peu nos propres expériences ici. Voilà, beaucoup d'anecdotes. Et c'est cool, quoi. C'est rassurant, en tout cas pour moi, d'avoir ce repère ici. J'aime pas trop le communautarisme entre guillemets, mais c'est bien quand même de retrouver un petit peu des personnes de chez soi, même parler créole. C'est quand même important. Parler créole, danser le Hori Tahiti ou encore jouer du Sega. Même à l'autre bout du monde, il y a des choses qui ne changent pas. J'ai envie de jouer Mozart Sega. Comme ça, je peux parler de la Réunion tout en faisant danser le public. J'ai toujours été fascinée par les paillanqueux. Et cette main, la main droite, c'est la main de l'archer au violon. Et l'archer, c'est ce qui produit le son. Donc c'est un peu pour me rappeler de libérer le son. Le paillanqueux, il vit sur les côtes, et il revient toujours sur les falaises, mais pour vivre, il doit aller dans la mer et donc sortir de l'île, revenir, sortir, revenir. Je pense que la connexion avec la Réunion et prendre son envol et se libérer d'un bagage, mais aussi s'épanouir, tout ça, c'était lié aussi à l'éloignement. La première fois que j'ai rencontré Nati, je me suis dit que ce qu'elle jouait était bon, mais surtout différent. Je n'avais jamais entendu ça. Elle a apporté plein d'éléments différents. Je la respecte beaucoup en tant qu'artiste et je me suis dit que ce serait sympa si on pouvait travailler ensemble à l'avenir. Mais après, elle a disparu. Mais pas réellement parce qu'elle était en train de faire la tournée de Beyoncé. Je me suis dit, waouh, j'étais complètement derrière elle à la soutenir. Puis, quand elle est revenue, elle m'a dit qu'elle serait intéressée pour une collaboration en travaillant sur ses propres musiques. En fait, chez moi, il y a plein d'instruments traditionnels. L'un d'entre eux s'appelle le kayambe. Et ma mère m'a envoyé une photo, regarde. Elle m'en a apporté un et tu en joues comme cela. Après avoir partagé sa culture avec un ami new-yorkais, c'est avec une inconnue réunionnaise rencontrée à bord du ferry
que Nathalie échange sur ses racines. Tu peux mettre un mot sur ce que tu penses avoir perdu ou c'est... Oui, une partie, la culture de manière plus... Je trouve tellement bien en dehors de la Réunion que si je rentrais pour ça, ce serait presque un sacrifice. Bah ouais. J'ai pas envie d'entrer. Mais je me dis, tout ça là, parce que moi je viens de famille de Malbar, je sais pas, toi aussi. Mon arrière-grand-mère est d'Inde, mais j'ai pas vraiment grandi avec la culture Malbar ou Tamoul. Parce que ça quand même, j'ai pas envie que ça se perde, c'est quand même très particulier comme endroit. Ouais, c'est sûr, c'est unique, c'est sûr. Et c'est ce qui nous donne notre force aussi. Tu trouves pas que cette force, elle est juste... Elle fait partie de toi? Moi j'ai l'impression d'être d'un vrai produit de tout ce qui était au-dessus, quoi. Dans ma famille. Bonne continuation. Pareil. Enchantée. Tu t'appelles comment? Anne. Anne, moi c'est Nati. On se rend pas compte à quel point quelque chose nous manque jusqu'au moment où on nous le redonne. Ou, par exemple, Maya Kamati est venue jouer un concert à New York il y a 2 ans, je crois. Ça m'a rempli, quoi. Et jusqu'à ce moment-là, je m'étais pas rendu compte à quel point cette ambiance qu'elle arrive tellement à créer n'importe où elle va me manquait. Mais parce que j'en ai eu le goût, j'étais là, ça m'a rempli, ça m'a rempli. Ma mère me disait une fois, je lui ai passé une vidéo d'un concert qu'on a donné dans un festival à Ottawa. Elle me disait, mais il y a une partie de ce morceau-là où tu joues, on dirait vraiment que c'est de la musique guyanaise. La manière dont tu attaques les notes ou que tu interprètes, ça ressemble vraiment plus à de la musique guyanaise, ou cette manière d'interpréter en tout cas. Ça serait vrai aussi pour un musicien d'origine tzigane, d'origine afghane. C'est sûr que dans sa musique transparaîtrait à un moment donné un semblant, là en tout cas une couleur sonore de son pays. En tout cas, moi je pense sincèrement qu'on ne peut pas se départir de son bagage culturel. Très clairement, ça se ressent dans la musique. Il y a aussi une part très importante culturelle de soirées antillaises, pas guyanaises forcément, mais antillaises, où on va retrouver de la musique. Les Québécois adorent ça d'ailleurs aussi. Si sol. La deuxième voix? Hein? Ça peut être aussi la première fois, les longs cœurs. C'est flore, flore, que le mande flore. Ouais. Todo el tiempo. Ouais. Hasta la moña esta. Okay. Y después de la moña entramos al coro. Ah, corto, c'est clair. Ah, pas de problème. Oh, oui. Pas de soucis, ça. Ok, on l'a fait. Ce sera dans le chœur 2. Le chœur 2 qu'on a fait, la flores, moña, coro, final. C'est sûr qu'il a toujours été très fier d'être guyanais. C'est un truc qui est toujours présent chez lui. Et je pense que ce serait cool dès qu'il passe par Guyane de peut-être proposer l'orchestre en Guyane. Alors, il y a une expression qui dit qu'on n'est pas prophète en son pays. Je pense que ultimement, il est clair que pour n'importe quel artiste de l'étranger, que de revenir jouer chez lui, d'être accueilli par son peuple, je pense que ça c'est vraiment super important. La boucle serait bouclée et je pense que tout ce qui viendrait après, ce serait sûrement super beau, mais ce serait marginal. Je pense que fondamentalement, ça fait partie des choses qui sont fondamentales dans mon socle d'accomplissement personnel. Oui, absolument. Puis la Guyane peut être très fière de Gianni, quoi, de la personne qui lead cette bande, parce que j'admire beaucoup pour son lead, en fait. C'est vraiment quelqu'un d'inspirant.
comme leader d'un band, c'est comme, il faut que lui fasse il est un master là-dedans, je sais pas. Give our all, we can be free. Step by step, it's you and me. On a toujours, en tant qu'ultramarin vivant dans un contexte de diaspora, qu'il soit en métropole ou qu'il soit ailleurs dans le monde, il y a ce sentiment toujours un peu de j'ai une dette. Donc il y a toujours ce sentiment-là qui est un sentiment étrange parce qu'on ne nous le reproche pas. Moi, je ne me suis jamais fait reprocher par qui que ce soit pourquoi tu as quitté la Guyane, pourquoi tu ne reviens pas. Mais on a toujours ce sentiment de devoir donner un peu plus. J'essaye en tout cas de porter les couleurs de la Guyane à l'étranger. Et ça aussi, ça fait partie de l'histoire de la Guyane. On s'est installé comme si c'était Tahiti. On a mis des photos de chez nous, j'ai mis des photos de ma famille. Il y a des rappels de notre fénois avec notre drapeau. Il y a nos paréos. En fait, on est comme si on est chez nous à Tahiti. C'est comme si on n'était pas en fait à Tokyo. Parce que même à l'appartement, on a customisé l'appartement, on a tahitianisé l'appartement. Nous sommes, nous Tahitiens expatriés, sommes ambassadeurs de la Polynésie française. Nous sommes la vitrine de notre fénois. Donc voilà, c'est aussi ça. Non seulement je suis ici pour le travail, mais pour ce partage culturel. Parfois, le partage culturel transforme l'appartement des deux amis en atelier de couture pour leurs élèves. Confection de costumes, échange sur le mode de vie tahitien, le fénois n'est pas si loin. Il y a des choses qu'on trouve ici et il y a des choses qu'on fait ramener de chez nous en Tahiti, de Tahiti. J'ai essayé tout à l'heure. Quelle purée! T'as fait de poudre sacoche marron, hein? Oui, hein? Marron. Très bien. Très bien, Donnel. Très bien. C'est beau. On se sent comme chez nous, au fénois. Dans le prochain épisode, nos ultramarins se livrent sur leur intégration. Lorsqu'on vient d'ailleurs, on doit s'adapter au pays et non l'inverse. Du coup, je me suis rapprochée de plus en plus des élèves et puis j'ai commencé à
m'ouvrir un peu plus. D'ailleurs, j'ai pris du poids ici parce que j'arrêtais pas de demander aux élèves « On sort manger après le cours ». L'erreur du débutant, c'est vraiment de rester qu'avec des Français ou des gens qui parlent français. Mon intégration en Norvège s'est fait beaucoup par la danse. Il y a des liens qui se forment, je dirais, plus facilement que si ça serait une autre activité. Oui, clairement, je rentre vraiment dans ce lifestyle ivoirien, sans me poser de questions. Je vis les choses à 100 à l'heure. Il y a un dicton à New York, c'est qu'on ne peut pas s'appeler New-Yorkais avant avoir vécu 10 ans. Donc je ne peux pas encore m'appeler New-Yorkaise.